tous et merci d'être avec nous dans Entre elles, votre programme de femmes sur la belle télévision, la chaîne panafricaine. Nous, l'équipe de Entre elles, sommes heureux de vous compter parmi nous. Aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, nous allons sortir de ce studio pour aller à la rencontre de femmes fortes, de femmes leaders, responsables d'associations réunies autour d'une plateforme associative dénommée le Salon de la Femme, conduit donc par Madame Sidonie Flore Oué et ses sœurs. Il a été question pour cette plateforme associative de débattre autour d'une question principale, les droits acquis de la femme des indépendances à nos jours. Les droits acquis de la femme gabonaise, parce que la femme gabonaise, on l'a vu, ne connaissait pas certains de ses droits ou ignorait certains de ses droits. Et nous allons comprendre au cours de ce séminaire qui a vécu en février dernier, quels sont les droits acquis des femmes depuis l'indépendance à nos jours et surtout, que disent les femmes, ou plutôt que savent les femmes de la polygamie? Allons le comprendre dans ce qui suit. C'est un élément préparé pour vous. Nous sortons du cadre de cette émission, cadre habituel, donc le plateau, pour aller à la rencontre de ces femmes. Et on se retrouve juste à la fin de l'émission pour conclure. Maman, grande sœur, mes sœurs, mes filles, mes grands frères, mes enfants, chères sœurs, vous qui avez alors là survolé l'océan pour assister et participer à cette rencontre à Libreville, chez nous, c'est également chez vous. Je dis à tous et à toutes, Mbolwani. Merci. Mesdames, Messieurs, je voudrais très respectueusement vous demander de vous lever pour 1 minute de silence pour quelqu'un que nous avons perdu, qui aurait pu être là et qui allait continuer à nous épauler. J'ai cité Madame Rose Francine Rogombe. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue dans notre pays, qui est également le leur, à toutes ces femmes dynamiques qui ont traversé ou survolé des océans pour prendre part aux échanges qui auront lieu ici à Libreville, capitale politique du Gabon, sur une question essentielle de notre temps. La problématique des droits acquis des femmes gabonaises de l'indépendance à nos jours, avec un accent appuyé sur les droits de la femme en polygamie qui mériteraient que l'on s'y arrête un moment. Je voudrais dire à ma qualité de présidente en exercice du Salon de la Femme toute la joie et la satisfaction des membres du bureau de cette organisation de vous savoir si nombreux, si nombreuses, allais-je dire, nombreux parce qu'il y a des hommes quand même. C'est ainsi qu'en février 2017, les associations Imbil, Tsin, Mbil et les 3D décidaient de mutualiser leurs objectifs en donnant naissance à une plateforme associative dénommée le Salon de la Femme. Le Salon de la Femme se veut être cette chaîne. Alors, nous allons donc restituer le micro à Laetitia et je vous dis merci de m'avoir prêté votre attention, votre oreille pour écouter ce propos introductif. Alors actuellement en Côte d'Ivoire, l'actualité est dominée par le Compendium. Vous ne savez pas ce que c'est, mais c'était un regroupement de femmes. Elles étaient 500 au départ, elles sont 14 000, unies pour le meilleur et pour l'égalité de la femme et de l'homme. Donc au sein de cette organisation, le Compendium, il y a 14 000 femmes issues de plusieurs secteurs. Ces femmes sont formées pour être représentatives dans la société. Ça s'applaudit. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Lezou Aimé Daniel, épouse Kofi. Je suis enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire.
Mais dans le cadre de cette manifestation du Salon de la Femme, j'interviens en ma qualité de vice-présidente à la formation de l'AFIP Afrique. L'AFIP, Africa Femmes Initiative Positive. Nous intervenons, nous essayons de participer à la promotion de la femme. Nous essayons avec nos sœurs des autres pays de former des réseaux forts. Nous essayons aussi, autant que faire se peut, de donner, de servir de modèle ou de donner des modèles plutôt à nos jeunes sœurs en mettant en lumière justement des talents féminins africains et ivoiriens. Merci. Juste à côté, il y a une autre dame. Je la côtoie depuis quelques jours. Elle nous vient de la République du Cameroun, chez Papa Paul Biya. Elle va se présenter. Bonjour. Bonjour Laetitia. Bonjour tout le monde. Je suis Mireille Nida, assistante de direction à Camwater et membre de l'association Siwe. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour parler des droits de la femme. Pour que tous ensemble, qu'on essaye de voir comment connaître nos droits. Comme disait la présidente tout à l'heure, Madame Sidonie Oueflore, nous ne connaissons pas nos droits. Donc, c'est une bataille, pas une bataille pour bagarrer avec les hommes, mais pour essayer d'être émancipés et de mettre en œuvre, pour pouvoir revendiquer l'autonomie et pouvoir s'insérer dans la société. Merci. Elle nous vient également de la Côte d'Ivoire, du pays de Nanan Boigny, comme on l'appelle affectueusement Oufoué Boigny. Bonjour. Bonjour, moi c'est Marie-Thérèse Bois Nguessan. Donc je viens de la Côte d'Ivoire avec professeur Lezou. Elle n'aime pas qu'on l'appelle professeur. Donc quand elle s'est présentée, elle allait directement dans Daniel. Mais sinon c'est professeur Lezou. Vice-doyenne, c'est bien ça, hein, à l'université de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Donc je suis la présidente de Africa Femmes Initiative Positive, section Afrique. Donc j'ai eu le plaisir par la magie, on va dire ça comme ça, de la technologie, d'être présentée à Madame Oué depuis le 30 juillet de l'année dernière. Donc on a gardé le contact. Et comme on ne peut pas faire évoluer la femme, on ne peut pas faire de développement de la femme si nous ne sommes pas solidaires et si nous ne sommes pas en réseau, nous avons gardé le contact et nous nous sommes dit, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Gabon, de toutes les façons, l'occasion nous sera donnée de nous retrouver pour partager nos expériences, pour continuer à faire le réseautage. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui. Dans la vie professionnelle, dans la vie active, je suis directeur des ressources humaines et de la communication au niveau du groupe NSIA, au siège à Abidjan. Nous sommes dans l'assurance et la banque et nous couvrons 12 pays d'Afrique. Merci. Alors, il y a une autre dame. Bonjour, madame. Bonjour, Laetitia. Je suis Madame Badjina Clarisse, épouse Mbolo Massala. Je suis inspecteur des prix. Je suis la présidente de l'association IMIL, une des associations de la plateforme du Salon de la Femme. Voilà, nous discutons toujours en groupe et nous avons décidé de débattre ensemble. Merci. Alors, je ne voudrais pas me soustraire de la procédure entamée. Je suis juriste de formation, magistrat, diplômé de l'École nationale de la magistrature, ancien procureur de la République, près le tribunal de première instance de Libreville, ancien procureur de la République, près le tribunal chargé, le tribunal spécial qui a été morné, chargé donc de la délinquance économique et financière, premier président de la cour d'appel de Libreville où j'ai pas eu l'occasion d'exercer, directeur général des affaires administratives au ministère de la Justice, garde des Sceaux et des Droits humains, commissaire général adjoint à la loi après la cour d'appel administrative de Libreville. Et présentement, je suis directeur de la formation continue à l'École nationale de la magistrature du Gabon. Mesdames, Messieurs, chères sœurs, chères filles,
Depuis les années 1960, le Gabon avait une législation caractérisée par les coutumes et les lois françaises, mais au fur et à mesure, il a acquis sa propre législation. Malgré l'influence des coutumes, le statut juridique actuel de la femme découle de cette législation nouvelle. Revenons un tout petit peu en ce qui concerne la notion des droits acquis. La notion des droits acquis est fréquemment utilisée concernant les femmes pour expliquer la crise du militantisme féministe dans le monde. Aussi, nous interrogeons-nous sur les luttes qu'auraient menées les femmes gabonaises pour acquérir leurs droits. De ce fait, si on s'en tient à l'aspect juridique des choses, on a le sentiment d'avoir assisté à une mutation de l'histoire des rapports hommes et femmes. Les droits des femmes gabonaises occupent une place non négligeable dans l'arsenal juridique du pays, avec une consécration du principe d'égalité entre les droits dans la Constitution gabonaise, notamment à l'article 7, alinéa 3. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Malgré toutes ces avancées non négligeables, il n'y a que le manque de vulgarisation des droits et de sensibilisation quant à leur prise en charge encadrée font que ces droits acquis restent encore, entre guillemets, sans effet. Sur le plan international, le Gabon a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1994. Je veux m'arrêter par là tout en vous remerciant et repasser la parole à ma grande sœur qui est ici présente. Je vous remercie. Après donc, toutes ces dispositions qui ont été rappelées par Marie-Louise, elle s'appelle, ma petite sœur, ma chérie, moi, je vais simplement prendre quelques cas précis, des cas non exhaustifs, et ensuite plonger dans le cœur de ce que nous partageons, c'est-à-dire la question de la polygamie. Je dis au passage que les femmes gabonaises n'ont jamais, oui, je peux me permettre de le dire, battu le bitume, crié, tapé partout pour dire on a besoin de ceci ou cela. C'est un lobby des femmes, soit parce qu'elles étaient épouses d'eux, soit parce qu'elles étaient dans des institutions telles que le Parlement, de façon rarissime, elles n'étaient pas nombreuses, mais elles faisaient un travail exceptionnel qu'il faut saluer. Soit parce qu'elles militaient dans une structure, c'est vrai qu'on était à l'époque du parti unique, donc le Parti démocratique gabonais, il y avait un organe là-dedans que l'on appelle jusqu'à présent qui existe, l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, l'UFPDG, et où certaines femmes arrivaient à véhiculer des messages aux dirigeants, donc aux grands camarades, comme il l'appelle, le président de la République défunt, et celui-ci, attentif comme d'habitude aux problèmes de la femme, considérait ces problèmes qui étaient posés et arrivait à promouvoir donc les femmes sur l'échiquier national. Si je me trompe, elles me reprendront. Et puis, il y a ce grand truc, mais c'était très muet, c'était pas très visible, mais qui était là, qui faisait de grandes choses, qui était un observatoire, donc de tous les problèmes des femmes, que j'ai appelé l'association des femmes juristes, où nous avons eu Madame Okumba d'Okwatsege, j'espère que j'écorche pas le nom, Agathe, où nous avons eu Madame Rose Francine Rogombe, où nous avons eu Madame... des noms comme ça qui me viennent. Vous avez un exemple là devant vous, celle qui représente Madame le président de la Cour aujourd'hui. Vous avez eu des dames comme Madame Maryse Issembe, qui était premier avocat au Gabon dans cette association. Nous avons eu des femmes comme Madame Marie-Madeleine Boranso, actuelle présidente de la Cour constitutionnelle. Nous avons eu des femmes comme Madame Zebitege, qui est là devant vous, qui était également dans ce... Nous avons eu Madame Louise Anguet, et pas mal de femmes.
mais qui ne faisaient pas du bruit, qui faisaient un travail remarquable, qui ont donc travaillé en réseautage avec d'autres femmes, d'autres associations des juristes de l'Afrique, d'accord, pour pouvoir promouvoir les femmes sur le plan interne. Mais c'est des femmes qui ne faisaient pas de bruit. Après donc le passage dans le multipartisme en 90, nous avons eu donc la constitution gabonaise qui a consacré le principe de l'égalité de tous les citoyens sans distinction de sexe. Et puis, il y a cette loi de 1996 sur les partis politiques. On dit les femmes peuvent créer des partis politiques. Les partis politiques ne sont plus seulement l'œuvre des hommes. Les femmes peuvent également créer des partis politiques. C'est pas agréable ça. On peut s'applaudir pour ça. Et puis, on a cette grande loi. Moi, j'appelle la grande loi, la loi révolutionnaire, méconnue des femmes. Savez-vous, chère maman, chère sœur, chère fille et cher monsieur, qu'avant, il était impossible de prouver l'adultère de l'homme. Le code pénal prévoyait que pour que l'homme soit poursuivi pour adultère, ne soyez pas heurtés, il fallait qu'il aille chercher une amante, une copine, qui l'amène au domicile conjugal, qu'il ait des rapports intimes avec cette personne de manière régulière. Une fois, c'est pas beaucoup, mais de manière régulière sur le lit conjugal. C'était impossible de prouver l'adultère de l'homme. Donc, du coup, nos frères, que j'aime bien, nos papas, ont développé le système des maîtresses pour aller apprendre je ne sais pas trop quelle matière. Ils avaient des maîtresses et avec ces maîtresses, ils allaient jusqu'à faire des enfants et ces enfants, naturellement, avaient le statut d'enfants adultérins. Mais avec une preuve matérielle comme un enfant adultérin, on ne pouvait pas poursuivre cet homme pour adultère parce qu'il n'a pas amené la maîtresse venir lui faire les cours au domicile conjugal et sur le lit conjugal. Et donc, voilà. Et en plus, la femme devait aller chercher l'huissier pour venir constater, Seigneur. Et donc, la loi de 2013, qui est une loi révolutionnaire, a revu donc cette façon de faire, a donc, au nom du principe de l'égalité en droit de tous les citoyens, ou l'égalité de tous les citoyens devant la loi, estimé que désormais, les femmes peuvent, sur la base des messages qui sont un tout petit peu, qui prêtent à... Elles peuvent soupçonner, parce que la question de l'adultère, c'est pas seulement aller au lit. Sachons-le. Dois-je revenir ou bien je passe? Je reste là. Voilà. Donc, l'adultère, c'est pas seulement aller au lit, faire des messages qui... s'embrasser, des rencontres régulières qui sont un tout petit peu soupçonneuses, peuvent amener la femme à porter plainte pour adultère, mais il faudrait le prouver. Alors, dans la période charnière, je vous ai demandé tout à l'heure que nous puissions nous lever pour le combat. Vous avez vu qu'à chaque fois elle est citée. Nous avons eu une femme dans ce pays, chères sœurs. Nous avons eu une femme présidente de la République. On a souvent l'habitude de l'occulter, mais nous avons été président de la République dans ce pays et on applaudit. Madame Francine Rose Rogombe. Elle est arrivée avec les 3 C. C'est cela? C'était les 3 C. Concertation, consensus et consensus, concertation, constitution. Donc, constitution, c'est la loi. Consensus, il faut qu'on s'entende. Ça ne sert à rien de s'embêter. Et puis, concertation. Voilà. Et donc, le consensus devait se faire dans la concertation. Au moment où on avait peur, où on se disait que, mon Dieu, avec la mort du président de la République, Omar Bongo Ondimba, le Gabon devait plonger dans un chaos. Cette dame, avec d'autres dames, se sont mises au travail, toutes ces dames, pour dire, il n'y aura rien dans ce pays. Parce que ce que dame veut, la transition s'est faite en douceur. En douceur pour
arrivé à l'élection du président de la République actuelle en 2009, lui, il n'est pas attentif. Non. Il nous donne des armes. Il dit, femmes, vous avez des droits. Mais pourquoi vous ne mettez pas déjà en pratique ces droits-là et vous voulez qu'il y ait d'autres droits qui viendraient peut-être vous mettre en position défavorable? Nous avons donc assisté à la nomination à plusieurs postes de responsabilité des dames. Alors qu'on comptabilisait, je crois, peut-être 2 secrétaires généraux dans l'administration centrale, aujourd'hui on a une flopée. Après le ministre, c'est le secrétaire général. Hein? Le secrétaire général, c'est la mémoire des ministères. Et puis il dit, je ne change pas l'équipe qui gagne. Certains auraient dit, bon, dans certaines institutions, nous avons eu droit à ceci, nous avons eu telle personne, je ne vais plus travailler. Il dit non, pour la promotion de la femme, je vous laisse les institutions comme on a vu la Cour constitutionnelle, Madame Bouranso, le Sénat, Madame Milebou Obousson, nous avons vu au Conseil économique et social, Madame Coco, d'accord? Et il dit c'est pas suffisant. Les ministères, vous prenez également. Mais mieux, je mets en place un ministère de la décennie de la femme gabonaise chargé de la promotion de la femme. Ça s'applaudit également. Alors, peut-on aujourd'hui penser au regard de tout ce qui vient d'être dit que les droits de la femme ou la femme gabonaise n'a pas des droits? Femme, où que tu sois, quoi que tu fasses, souviens-toi que tu es une femme. On peut répéter ça ensemble? Femme, où que tu sois, quoi que tu fasses, souviens-toi que tu es une femme. C'est pas beau ça? C'est donc une descente que je fais en douceur pour vous entretenir sur le deuxième pan de mon intervention, les droits de la femme gabonaise mariée sous l'option polygamique. Je voudrais, pour être brève sur la notion, vous dire que polygamie est formée de 2 mots grecs. Polus, qui veut dire plusieurs, et puis le deuxième mot, gamos, qui veut dire mariage. Polygamie signifie simplement plusieurs mariages. Plusieurs mariages. Polygamie ne signifie pas que c'est l'homme qui doit avoir plusieurs maîtresses, plusieurs femmes. C'est pas ce que ça signifie étymologiquement. C'est pas cela. Polygamie signifie plusieurs mariages. Mais qui doit avoir plusieurs mariages? Qui doit célébrer? Qui peut célébrer plusieurs mariages? Si c'est l'homme qui choisit cette option, il est en polygynie. Si c'est la femme, elle est en polyandrie. Le législateur gabonais ne fait pas de distinction, ne donne pas une précision sur le choix de l'option polygamique. Il n'y en a pas. Mais qu'à cela ne tienne, pour rester attaché à notre culture, il est venu nous pondre dans un article 213 du Code civil, où ils étaient plus nombreux, d'accord, les femmes n'étaient pas suffisamment représentatives, même si je ne nie pas que les hommes font beaucoup pour les femmes, attention, et que ce que nous entamons aujourd'hui n'est pas une lutte contre les hommes, parce que ceux qui nous ont donné les moyens sont les hommes. Hein. Donc ce n'est pas une lutte contre les hommes, c'est une lutte pour l'égalité des sexes, pour l'égalité de tous les citoyens en droit. Donc, l'article 213 du Code civil vient nous enseigner que une femme qui est mariée ne peut pas célébrer un deuxième mariage avant que le premier ne soit dissous. Ça veut dire que la polygamie ne peut pas être pratiquée par la femme. C'est ça que ça veut dire. On peut se permettre de le penser, mais c'est quand même assez interprétatif parce que le propre de la loi, c'est qu'elle doit être précise. La loi doit être précise pour qu'on ne se mette pas à chercher. Et que même ceux qui sont là chargés de l'appliquer ne doivent pas dire, c'est ce que le législateur voulait dire. Parce que le même code, en son article 178, prévoit que les époux mariés sous l'option monogamique peuvent changer d'option. C'est-à-dire qu'ils peuvent
basculer, au cours du mariage, ils peuvent basculer dans la polygamie. Ah. Mais le législateur ne dit pas de quel époux il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la femme ou de l'homme? Ce n'est pas dit. Ça veut dire que la femme peut également convoler un os. Et puis il y a l'article 213 qui vient dire, oh, il faut d'abord dissoudre le premier mariage. Et donc là, ça paraît un tout petit peu contradictoire. Mais enfin, c'est un appel également qui est fait à ceux qui sont chargés de faire les lois, de nous aider à rendre les choses plus simples pour que nul n'en ignore. Si le mari va ailleurs sans son autorisation, pouf, adultère. Et celle qui accepte aussi d'aller dans ces conditions, et le mari, ognouf. Lorsque les femmes sont mariées sous l'option polygamique, mais la femme tient une arme, cette arme-là, c'est la loi, pour continuer à éduquer nos enfants, parce que le mari aussi est un enfant, pour continuer à l'aider à marcher dans la cour des grands. S'il va dehors, parce que la loi dit que lorsque vous avez choisi l'option, pour aller prendre une deuxième femme, il faut l'autorisation de la femme. Il faut l'autorisation de la femme. Si la femme n'a pas donné son autorisation, on tombe dans l'adultère. Et l'adultère est passible des peines d'emprisonnement. Mais les femmes elles-mêmes, là, moi j'ai connu les femmes qui sont venues se plaindre. Oh, mon mari m'a abandonné avec les enfants. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Il est parti avec une autre femme. Il est parti s'installer là-bas. Lorsqu'on poursuivait ces hommes-là, et quand ils arrivaient devant nous, oh, madame, laissez, c'est mon mari. Je voulais seulement faire peur. Non, ne faites pas ça. Mais comme c'est une infraction quand même assez particulière, parce qu'il n'y a que la femme qui peut arrêter les poursuites, même le procureur ne peut pas. C'est une arme, non? Si la femme dit non, on arrête. Ça s'arrête là. Si la femme dit on continue, il part où? Là-bas. Alors, donc, il y a également le devoir de fidélité, il y a ça. Il y a également, entre autres droits de la femme en polygamie, le droit d'ester en justice pour dénoncer les cas d'abandon de foyer. Ce n'est pas parce que vous avez eu l'autorisation de la femme pour aller épouser une autre femme que vous allez abandonner la première ou la deuxième pour aller rester maintenant là-bas pendant 2 mois. S'il reste là-bas pendant 2 mois, ou c'est le retour au bercail, ou alors c'est l'autre côté. Mesdames et messieurs, je ne vais pas être très longue, sinon on ne va pas continuer, on ne va pas être très très relax dans les débats, compte tenu de l'organisation que nous avons faite. Voilà ainsi dépouiller le contenu de nos propos. Hein, Marie-Louise, c'est ça? La polygamie dont on parle aujourd'hui, il faut le dire, ce n'était pas celle de nos parents. C'était pas comme ça. C'était des personnes organisées. Je suis né comme cela. Ce qu'on dit aujourd'hui à la mairie, c'est la dot qui le faisait. Quand une femme est dotée, quand elle n'a pas encore rendu toute la dot, si elle fait un enfant, l'enfant revenait au mari, même s'il est violé, même si c'est un Chinois. C'est le même texte qui est repris dans le Code civil par la règle pater ises. L'enfant né dans le mariage est l'enfant du mari. On a seulement transposé. Alors, ses parents ont vite fait de rendre la dot, et puis moi je suis venu. Et avec mes frères et sœurs. Alors, ce qui fait, je vous parle de mon expérience personnelle. On n'a jamais considéré, nous pensions que notre maman c'était notre sœur. Et c'est la première femme de papa qu'on appelait maman. Tenez-vous tranquille. Étant au lycée Léomba, j'ai même failli être traumatisé. C'est étant déjà là, au lycée Léomba, que j'ai su que cette femme, ce n'était pas ma mère génitrice. Et pourtant, elles étaient là. Il n'y avait pas les histoires des responsables. Pourquoi? Parce que lorsque un homme, ça a été dit par Madame le maire, je reprends, allait épouser une deuxième femme, pourquoi on mettait sa première femme devant? Pour un problème de responsabilité d'abord. Deuxièmement, un problème de respect.
Ce n'est pas les femmes d'aujourd'hui. Même, on a parlé de maîtresses en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement là-bas, c'est ici. Pareil. Comme depuis qu'on a donné les portables là, le pauvre monsieur qui a inventé les portables, il croyait qu'il fait de bonnes choses. Mais je crois qu'il a causé pour de problèmes. Nous quittons cette période, nous l'avons dit, nous arrivons à la période coloniale. Le choc des civilisations, vous avez entendu ça. La femme est citoyenne, etc. et tout, et les parents, ils sont en désordre là-bas, ils n'aiment pas. Nous tombons dans la période entre la période coloniale et 72. Pourquoi je parle de 72? Parce que 72 est la première partie du Code civil. Mais avec 72, qu'est-ce qui va se passer en 63? Entre 63 et 65, on supprime la dot. Mes filles qui viennent de Côte d'Ivoire, chapeau. Mais ici, cette loi est tombée en désuétude. Parce que ici, la dot, ce n'est pas le prix d'achat d'une femme, c'est le transfert d'une femme de sa famille d'origine à la famille de son mari. Peu importe, et je n'étais tout à l'heure, Sido, c'est comme ça que je l'appelle, excusez-moi, il ne faut pas avoir peur des insultes. Quand vous défendez une cause noble, n'ayez pas peur des insultes, n'ayez pas peur des injures. On ne jette jamais des cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Jamais. Jamais. Il ne faut pas avoir peur des insultes. Le foyer est une entreprise. Une femme est avec un homme 16 ans dans la maison. Le Code civil parle de l'union libre qui ne produit pas d'effet en dehors des enfants s'ils sont reconnus. Le Code civil vous prévient que si vous acceptez cette façon, très bien. Bon, les jurys, eux, ils savent comment faire quand ils sont dans cette situation. Mais les femmes que nous sommes comme ça, c'est normal. Dieu nous a formés comme ça. Quand vous êtes dans une maison, je parle sous le contrôle de ma fille, vous êtes décoratrice, vous êtes ceci, vous êtes cela. Elles oublient que je suis dans une situation inconfortable. Et la nuit, vous voyez quelqu'un qui est en train de faire les bagages. Qu'est-ce qui se passe? À 2h du matin, il dit c'est terminé. Voilà l'union libre. Au tribunal, vous ne pouvez pas partir. La loi ne vous connaît pas. En famille, on ne vous connaît pas. Et vous voilà. Vous voyez le cynisme. 17 ans avec une femme dans la même maison, avec 6 enfants. La femme travaillait à SEG. C'est une société privée. On part au travail à 7h30. Il appelle, dit chérie, j'ai la bouche pâteuse. Je vais manger un bouillon. Elle demande la permission. Elle va au marché de Lumi que vous connaissez. Elle va faire le bouillon. Bien fait. Avec la banane demi-mûre, demi-vert. Comme nous savons le faire. Sa belle-mère était arrivée 2 jours avant. Elle est à la maison. Coco, la table est déjà faite. Je n'ai rien contre les hommes, s'il vous plaît. Nous sommes complémentaires. Mais je dis, lorsqu'on est des brigands conjugaux, moi je ne suis pas d'accord. Parce que Dieu a créé le mariage, c'est une bonne chose. C'est un forum d'amour, ce n'est pas un forum de problème. Oui, je suis chez monsieur tel, oui, huissier de justice. Il appelle. Dit madame, normalement je suis venu vous mettre dehors. Mais comme je suis une femme comme vous vous préparez parce que je reviens, c'est mon travail. J'ai mal à votre place. La femme ne comprend pas. Elle dit, mais mettre dehors. Pourquoi? Elle dit, non, parce que la propriétaire doit rentrer. Quel propriétaire? Quelqu'un qui vous a appelé, vous êtes en plein boulot, vous demandez la permission, vous avez fait la table, vous êtes en train de l'attendre. Elle lui montre l'acte de mariage. Même pas une passerelle. Parce que si c'était encore
polygamie, entre parenthèses, on pouvait faire des choses. C'est par rapport à ces cas pratiques qu'on a dit il faut revoir ce texte qui est tombé en désuétude. Nous avons proposé quoi? La même chose qui se passe à la mairie, mais nous disons pendant le mariage coutumier, le maire vient et vous choisissez là. Parce qu'on a vu des choses changer en 2 semaines. Un grand mariage coutumier, 2 semaines après, dit je ne suis plus dedans. C'est pour ça qu'on a dit le projet de l'Assemblée qui disait il faut dans 30 jours. Il faut aller régulariser dans 30 jours. On a dit non, il n'y a pas de régularisation, on régularise là. Nous avons l'obligation de mémoire, car comme même à le dire les philosophes ou les politologues, un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple qui s'ignore. Hier, le Gabon avait encore comme première structure chargée des questions de la femme, un haut commissariat à la femme, occupé par Madame Jeanne Zaou Mabika, Jeanne Manomba Kombila. Rattachée à la présidence, c'est vrai que ça faisait d'elle un membre du gouvernement. Mais le premier membre du gouvernement que nous avons connu de manière officielle, c'est Madame Marlise Isembe. Et comme l'a rappelé dans l'interview, la date du 17 avril, qui est la journée nationale de la femme gabonaise, qui donnait la possibilité à la femme de s'épanouir dans le secteur qu'elle occupait le mieux, selon le thème retenu, a fait son temps et continue à faire son temps. Et nous savons que ce sera la possibilité aux femmes de s'épanouir encore plus. Et je voudrais dire aussi qu'à côté de ça, la CEDEF, certes ratifiée par le Gabon, mais là était sous le magistère d'une femme, Madame Antoinette Olivera. Celle qui, à l'époque, ministre des Affaires sociales, avait aussi le volet de la condition de la femme. Et c'est sous elle, parce que c'est elle qui a présenté le premier rapport de la femme à la CEDEF, qu'aujourd'hui, nous avons pris le relais de ce que nous poursuivons aujourd'hui. C'est comme d'autres femmes ont occupé ce ministère en charge de la promotion de la femme et ont fait, bien évidemment, mener des actions, que ce soit Madame Victoire Lasseni-Dubose, que ce soit Madame Rose-Francine Rogombe, parce qu'elle a été secrétaire d'État à la promotion de la femme. C'est avec elle que les caravanes ont commencé à se mettre pour aller sensibiliser les jeunes filles dans les établissements scolaires. C'est avec elle qu'on a commencé à initier des cours sur l'éducation sexuelle du petit garçon et de la petite fille, parce qu'il était observé qu'il y avait vraiment beaucoup d'abandon scolaire et aussi des cas de grossesse précoce en milieu scolaire. Donc il y a tout un début, et si aujourd'hui on parle de Grand Prix du président de la République, oui, il y a eu des femmes qui ont commencé, le cas de Madame Paulette Missambo, ça a été suivi par Madame Victoire Lasseni-Dubose et suivi par Madame Angélique Ngoma et bien d'autres, Madame Biena, Madame Zebitege, bien d'autres encore qui nous ont succédé pour poursuivre toujours ce relais de la femme. C'est comme un flambeau ou un relais 4 fois 100 mètres que l'on prend en disant que tout ne peut pas être fait en peu de temps. On fait et après celles qui viennent doivent suivre. C'est vrai que le malheur que nous avons, comme l'a indiqué Madame Zebitege, c'est de dire après moi le déluge. Alors que ce qui a été fait n'a peut-être pas été fait dans les normes, alors apporte ta touche, apporte ta particularité pour poursuivre l'œuvre déjà entamée. Femme, vous avez des compétences. Oui, vous ne savez pas lire, d'accord, mais vous pouvez défendre un texte parce que vous avez le sens du discernement. Vous ne savez pas écrire, oui, nous ne sommes peut-être plus à cette étape, mais on peut se former, il y a l'alphabétisation fonctionnelle. Il suffit d'un peu de volonté. Tu vends la banane, tu vends le manioc, tu vends le poisson, tu arrives à faire tes comptes en fin de journée, à faire la répartition de tes dépenses en disant, ça c'est pour mes enfants, ça c'est pour ma famille, ça c'est pour les autres, voici ce qui reste pour moi. Donc nous pensons qu'à ce niveau, bien évidemment, tu peux, que ce soit à ce stade ou au niveau du local, arrive à occuper des postes aussi pour qu'au niveau du conseil municipal ou au niveau du conseil départemental, tu puisses faire entendre ta voix. Et acceptons-nous tels que nous sommes avec nos défauts et nos qualités. Toute vie est un choix de vie. Toute vie est un choix de vie, mais il faut savoir que cette vie doit être encadrée. Parce que chez nous, on dit que la rivière a connu des méandres parce qu'elle n'a eu personne pour la guider. Que ceux qui savent tendent la main à ceux qui ne savent pas. Que ceux qui ne savent pas acceptent de saisir la main de celle qui est au-dessus. Et raison pour laquelle
accepté et compris ce geste symbolique de ce matin. C'est vous qui avez franchi la première, la difficulté. Et arrivé, vous ne vous êtes pas dit, bon, moi je m'installe et que chacune se débrouille. Vous avez dit, je tends ma main à celles qui peuvent la tenir. Dans le lot, il y avait les minces, les moyennes, tout ça. Vous avez certainement souffert, mais votre satisfaction était d'aider vos sœurs à monter là où vous êtes. Et nous pensons aussi que pour avoir été là où nous sommes et d'être là où nous sommes disposés à accompagner, à tendre la main et à saisir. Nous restons simplement disponibles pour faire en sorte que cette femme, cette Gabonaise, quel que soit son secteur d'activité, bien évidemment arrive au CIM parce qu'elle le mérite et parce qu'elle a de la compétence. Merci. Encore merci. Je suis Madame Ngokila Agnès. Je suis venue modestement représenter Madame le Président de la Cour qui est empêchée. Je n'ai pas la prétention d'avoir ces qualités que tout le monde connaît, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Mais je ne partirai pas d'ici sans dire un mot. Je ne sais pas si les femmes qui se battent connaissent même les règles de base de la République. Qu'est-ce que c'est la Constitution? Parce qu'il faut partir de là. Vous ne pouvez pas aller au combat sans connaître les armes. La Constitution, on l'appelle la loi fondamentale. C'est-à-dire que c'est la loi qui régit tous les principes qui dirigent l'État. Combien dans la salle ont même pris la peine un jour de la parcourir? Tout part de là. C'est là-dedans on vous dit qui est le président de la République, c'est quoi le gouvernement, c'est quoi tel pouvoir, ainsi de suite. Dans quelques mois, nous allons avoir les élections dans ce pays. Il y a beaucoup de femmes capables d'aller au Parlement. Combien prennent la peine de se rapprocher des magistrats ou bien de celles qui sont à la cour pour essayer de demander comment je vais faire? Elles ne sont pas nombreuses. Donc, je souhaiterais que ce texte soit vulgarisé d'ici là pour que nous ayons le maximum de candidatures. Le gouvernement, le Parlement, c'est là où se prennent les décisions. Alors, si nous ne sommes qu'une minorité, comment voulez-vous arriver à des succès? Allez au journal officiel. Je crois que c'est 500 francs. On vient même de la modifier, là, la Constitution. Je ne sais pas si les modifications qui ont été prises, beaucoup sont au courant. Je n'ai pas eu mandat de venir parler de la Constitution, mais j'en profite pour que cette plateforme qui a fait appel à tout le monde essaye un peu de mener des actions dans ce sens. Au besoin, allez voir la patronne pour que d'ici là, qu'on puisse avoir même des séminaires pour que le maximum de femmes puissent se présenter. Et qui ne vous dit pas que nous serons majoritaires à l'Assemblée? Donc, prenez la peine de connaître les règles du jeu. Parce que beaucoup parlent, mais sans savoir comment ça se passe. Donc, il vaut mieux commencer par là. Celles qui ne comprennent pas demandent à ceux qui ont pour métier, ça, c'est leur quotidien de tous les jours. Je veux me présenter, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'espère que ce message a quand même été entendu, mais je ne pouvais pas partir sans en parler. Merci. Pour revenir à la question de la polygamie en Côte d'Ivoire, mais de façon plus large, la question du mariage. Alors, la question du mariage en Côte d'Ivoire est à lire dans un processus dynamique qui va de la protection de la femme à la responsabilisation de la femme. Je m'explique. La première loi sur le mariage date de 1964. À cette période-là, le président Félix Houphouët-Boigny, qu'elle appelle Nana Houphouët,
pense à mettre en place des outils pour le développement harmonieux des populations. Donc, la loi sur le mariage est votée, la polygamie est supprimée. C'est le premier pays d'Afrique francophone noire à avoir supprimé l'option polygamique. La dot est supprimée et quand il y a dot, enfin la loi dit que celui qui paye la dot et celui qui reçoit la dot sont passibles de peine d'emprisonnement. C'est ce que la loi dit. Allons-y doucement. Donc, la loi de 64 consacre la famille nucléaire à la mode occidentale. Le code civil est qualifié de révolutionnaire et novateur. Donc, le régime unique est le régime de la communauté de biens et le mari est le chef de la famille. Il est l'administrateur des biens communs et des biens personnels de la famille, de l'homme et de la femme. Les salaires de l'un ou de l'autre sont gérés par le chef de famille. Merci, madame. Sont gérés par le chef de famille. Le domicile conjugal est choisi par le chef de famille. Et la femme a un rôle de suppléant, c'est-à-dire que la femme intervient quand le monsieur ne peut pas justement jouer ce rôle-là. La raison qui est évoquée, c'est que la femme doit être protégée. Cette loi-là, elle est pour la protection de la femme. Et puis, à la pratique, les choses sont difficiles. Les femmes ne sont pas informées. Les femmes ne sont pas instruites, pour beaucoup. Les biens sont gérés. Les biens sont gérés comme ils sont gérés. Donc, les femmes peuvent se retrouver des fois démunies. Et donc, intervient la loi de 1983. Chaque époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens, parce qu'en 1983, on va avoir deux régimes. La communauté de biens réduite aux acquêts et la séparation de biens. Et dans le cas de la séparation de biens, chaque époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens. Il y a la possibilité de changer d'option au cours du mariage. On peut commencer par la communauté et puis continuer avec la séparation ou inversement. Les charges, par contre, continuent de peser à titre principal sur le mari. Et en 83, il y a un retentissement au niveau de l'activité salariale. La femme a le droit d'exercer une activité salariale en dehors séparée de celle de son mari, sauf s'il est judiciairement établi que l'exercice de la profession est contraire à l'intérêt de la famille. Donc, la liberté professionnelle est acquise, mais elle est limitée. Si, justement, et il y a l'autonomie bancaire aussi. C'est-à-dire que la femme, désormais, a le droit d'avoir un compte bancaire, recevoir son salaire sur un compte bancaire séparé de celui de l'homme. Et puis nous arrivons en 2013. 2013, une loi qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Parce qu'il n'y a plus de chef de famille. Madame et messieurs gèrent la famille conjointement. Ils assurent ensemble, dit le texte, la direction morale et matérielle de la famille. L'article 59 nouveau dit « Les époux contribuent aux charges de la famille à hauteur de leurs possibilités. » Alors hier, en aparté, nous en parlions et puis il y a une de mes sœurs gabonaises qui m'a dit « Mais et les femmes qui ne font rien, qui n'ont pas de revenus, comment font-elles » À hauteur de leurs possibilités. La loi dit à hauteur de leurs possibilités. Et puis, comment peut-on dire qu'une femme n'apporte rien? Comment peut-on dire qu'une femme n'apporte rien? Mesdames, regardez vos maisons, regardez vos foyers comme une entreprise. Regardez le foyer comme une entreprise. Vous êtes des
directrices, je vais utiliser le terme, vous êtes des directrices administratives. Vous organisez, chacun à sa place, les choses doivent se passer comme il se doit. Vous êtes des directrices financières. Vous n'avez rien, mais le peu qui vous est donné, vous l'utilisez à bon escient pour tenir jusqu'à la fin du mois prochain. Il faut des compétences pour cela. Il faut des compétences. Nous savons très bien ce qui se passe dans nos maisons. Il faut des compétences pour cela. Vous êtes des nutritionnistes. Se lever le matin et puis établir un menu pour que tout le monde mange et reste en bonne santé. Il y a des gens qui vont à l'école pour ça, pour aider les personnes à bien se nourrir. Vous le faites. Vous êtes des secouristes. Les premiers soins, quand il y a une fièvre, quand il y a une blessure, qui les apporte? C'est la femme. Donc vous êtes des secouristes. Et puis vous êtes des décoratrices d'intérieur. Vous êtes des hôtesses d'accueil. Même quand il n'y aura plus à manger, quelqu'un arrive à la maison, il n'y a rien à donner, on va dire, elle n'est pas accueillante. On vient, on n'a même pas à manger, on n'a pas à boire. Mais on ne va jamais se poser la question de savoir s'il y en a. Donc, vous êtes des hôtesses d'accueil. Vous avez toutes ces compétences. Une femme ne peut jamais dire « je n'apporte rien ». Ce n'est pas possible. Il faut qu'on s'approprie cette... comment dire ça? C'est pas une information, mais il faut qu'on s'approprie cette donne. Une femme ne peut pas dire... Dans les pays occidentaux, les gens n'aiment pas qu'on s'y réfère, mais malheureusement, ce sont leurs lois que nous avons commencé à appliquer, ce sont nos référents. La femme qui décide de rester au foyer, par exemple en France, a droit à des allocations. Donc, être une femme au foyer, c'est faire quelque chose. Ce n'est pas ne rien faire. Donc, article 59 nouveau, les époux contribuent aux charges du ménage à hauteur de leurs possibilités. Article 60 nouveau, l'homme et la femme peuvent ensemble choisir le domicile. Et article 67 nouveau, la femme exerce la profession de son choix. Voici la loi révolutionnaire de 2013 qui a fait... Enfin, révolutionnaire, je ne sais pas, parce que je ne veux même pas entendre parler de révolution, parce que la loi n'a fait qu'entériner ce qui se passe déjà. C'est ce qui se passe déjà. Voilà, c'est tout. Et l'homme est le chef de la famille, l'homme est la colonne vertébrale de la famille s'effondre s'il n'y a plus de chef. Comment un capitaine, on a eu toutes les métaphores, comment un capitaine pourrait-il arriver à bon port s'il n'y a, comme un bateau, pardon, un navire pourrait-il arriver à bon port s'il n'y a pas de capitaine? Mais si nous avons deux capitaines, qu'est-ce que ça fait? Le bateau est beaucoup plus sécurisé, n'est-ce pas? Parce qu'à la limite, un obstacle, l'un pourrait ne pas avoir un obstacle, l'autre le verrait et puis attirerait son attention là-dessus. Donc voici un peu la situation de la femme, en relation avec le mariage en Côte d'Ivoire. Alors, les sœurs disent, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la polygamie. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la polygamie. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. Et effectivement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de polygamie. En Côte d'Ivoire, il y a un homme marié légalement avec des maîtresses. Ou alors, il y a un homme avec des concubines. Mais il n'y a pas la polygamie. Voilà, ça c'est vrai. Mais dans la pratique. Parce que la loi le dise, il est bien qu'on ait un cadre légal de protection. Mais en même temps, quand la maîtresse, par exemple, est officielle, elle est là, tout le monde la connaît, le monsieur circule librement avec elle. C'est vrai, il y a la loi sur l'adultère, on peut porter plainte, etc. Mais n'oublions pas aussi la pression sociale, n'oublions pas aussi les pesanteurs culturelles. C'est pour cela que je veux m'adresser à mes sœurs du Gabon en disant que
tout ce que nous sommes en train de dire pose un problème finalement de pouvoir. De pouvoir. C'est pour cela que j'aime bien aussi quand les sœurs disent « Nous ne sommes pas venus nous battre avec des hommes ». Ce n'est pas le but. Nous avons besoin des hommes, comme les hommes ont besoin de nous. C'est un fait. Mais nous devons être responsables. Nous devons nous prendre en main. Nous devons arrêter la politique de la main tendue. C'est lui l'homme, il doit faire. Non. Nos républiques sont jeunes. Colonisation, indépendance, urbanisation. Nos grands-mères, nos mamans sont venues des campagnes vers la ville. Elles n'étaient pas instruites. Donc, quand on n'est pas instruit, on n'a pas beaucoup de choix en ville. Des familles très nombreuses, 9 enfants, 10, 15. Nous, on ne le fait plus aujourd'hui. Donc, quand on a 15 enfants, il est difficile de les confier à quelqu'un. Elles étaient à la maison pour éduquer les enfants. C'est une bonne chose. Elles étaient à la maison, prendre soin du foyer. Elles n'étaient pas instruites, elles n'avaient pas mieux. Certaines faisaient du commerce, mais tout le monde ne peut pas vendre. Leur mari était commis dans des petits emplois. Bon, aujourd'hui, nous sommes allés à l'école. Nous sommes instruites. Nous sommes instruites. Nous avons la possibilité de travailler, de gagner notre vie, de gagner notre pain. Et une femme qui travaille, qui participe aux charges du ménage, participe aussi à élever le niveau de vie du foyer. Parce que quand quelqu'un doit assurer le nécessaire et le superflu, les distractions, etc., tout seul, bien évidemment, on ne peut pas tout s'offrir. Malgré toute sa bonne volonté, il ne pourra pas tout faire. Mais quand la femme est à côté, monsieur donne, elle donne aussi, ou elle complète. Le foyer s'en trouve mieux. Là où on pouvait manger peut-être une pizza par mois, on va manger une pizza par semaine. C'est bon. On peut aller en vacances, on peut voyager, etc., etc. Donc c'est vraiment pour moi un appel à la prise de décision et à la responsabilisation de nos femmes, de nous femmes. C'est important. Merci. Merci mes sœurs, merci beaucoup. Merci. Alors, le Salon de la Femme est une structure qui est ouverte à tout le monde. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'appartenir à une association pour être avec nous. Vous n'avez pas besoin d'être dans un groupe pour être avec nous. C'est un salon, c'est un espace où on discute des questions, où nous transformons ces questions en préoccupations et où ces préoccupations nous préoccupent. Au point où nous en faisons des actions, nous modulons ça en termes d'action et ensemble, nous essayons de trouver des solutions. Naturellement, pauvre petite, un peu grosse, pas trop, de petite de taille, je n'ai pas, voilà, elle m'embête, ma grosse grande sœur me dit la grosse procureure, j'adore. J'aurais bien voulu passer le micro à tout le monde, j'ai mal que tout le monde, surtout que certaines sœurs n'aient pas pu parler, c'est court. Mais ce n'est pas fini. Nous allons faire un événement plus grand parce qu'il y a des sœurs qui vont arriver ce soir. Je voudrais, moi, vraiment, là je parle à titre personnel, je demande l'autorisation de la grande. Je voudrais que Libreville soit le siège de rencontre des associations féministes de l'Afrique. Et nous nous battrons pour. J'ai besoin des femmes, j'ai besoin de tout le monde. S'il faut même mettre un siège, on va prendre une chambre là. On crée le siège donc, de cet organe qui est pensé, d'accord? Parce qu'avant de faire un enfant, aujourd'hui, les femmes pensent, hein, vous appelez ça comment? Le planning familial. Voilà, les femmes pensent. Et je saisis au bon la demande de Madame Ngokila, Agnès, d'accord, pour dire
vulgariser, essayer de former les femmes sur leur participation aux élections. Nous sommes disposés. Nous avons juste besoin d'un accompagnement. Et je viendrai voir les personnes ressources pour demander l'accompagnement nécessaire. L'accompagnement que nous demandons, ce n'est pas forcément de l'argent, parce que les bébés qu'on a habitués avec l'argent estiment qu'ils ne peuvent plus rien faire sans avoir l'argent. Nous allons demander d'être encadrés. S'il y a l'argent, si on nous en donne, on ne refusera pas, mais à titre principal, ce n'est pas ce que nous demandons. Nous mettrons notre volonté donc à la disposition de tout le monde pour pouvoir travailler. Merci d'être venues aussi nombreuses et à très bientôt. Femme, connais-tu tes droits? La question a été posée, elle est revenue longuement. Vous avez eu des réponses et peut-être pas suffisamment. Continuez de nous suivre sur notre page Facebook. Un grand merci à toutes ces femmes qui ont intervenu. On pense à Madame Sidonie Florway qui a réussi à réunir toutes ces femmes venues de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo et même du Maroc. Les femmes gabonaises y ont pris part activement et l'on a compris que les femmes veulent désormais se battre pour leurs droits, des droits qui sont acquis depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Merci d'avoir suivi Entre elles sur la Belle Télévision. On se retrouve très prochainement pour un autre parcours de votre programme.